Ouais. Contrôle. Oui, c'est pas très grave. Je vais te présenter. Ok. Bonjour tout le monde. Apparemment, vous êtes un peu plus nombreux que d'habitude, donc merci. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Donald Daven. J'ai fait ma thèse au Muséum entre le CERDP et ISIEB il y a pas mal d'années maintenant. Et actuellement, je suis en CDD avec Marc et Léaume sur un projet d'atlas de la faune antarctique, donc à ISIEB. Et j'en profite pour présenter un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Alors pour l'instant, c'est assez préliminaire, comme Violaine vous l'a peut-être déjà dit. C'est des premières données qui vont dans le sens d'un projet que je vais présenter au CNRS pour essayer d'être recruté. Et mon objectif, c'est d'essayer de venir à ISIEP si je suis recruté. Donc voilà. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Et je travaille en particulier, je vais le préciser, sur les téléostéens, sur leur phylogénie, sur leur registre fossile, sur leur évolution. Et ces dernières années, je me suis plus particulièrement intéressé à la structure osseuse, à l'histologie, à la microanatomie osseuse, pour essayer d'inférer des traits biologiques à partir de ces structures. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des téléostéens profonds. Donc, océan profond, c'est vaste, hein, c'est tout ce qui est en dessous de, en général, 200 mètres, en dessous de la zone dite euphotique, là où la lumière pénètre entièrement. Et donc, comme vous en doutez, tout ce qui est en dessous de 200 mètres sur l'ensemble des océans mondiaux, ça représente un énorme volume. Donc, en fait, l'océan profond, c'est le plus grand biotope, le plus grand biome sur Terre en termes de volume et de surface. C'est pas forcément aussi riche en biomasse que d'autres biotopes, mais c'est quand même assez riche en biomasse. Il y a certaines espèces comme les poissons lanternes ici qui sont tellement nombreux que au début, quand on a fait les premiers sonars, on pensait que c'était le fond marin et on ne comprenait pas parce qu'ils bougeaient verticalement entre le jour et la nuit. Voilà, donc c'est pour donner une idée de l'abondance quand même de certains téléostéens abyssaux et leur importance écologique aussi. Quelque chose que vous savez déjà toutes et tous probablement, c'est que les téléostéens abyssaux ont des adaptations assez uniques, assez bizarres. Ils ont souvent des adaptations pour se nourrir, pour pouvoir manger un peu tout ce qui passe, parce que les proies sont plus rares que dans d'autres environnements. Il y a des adaptations au niveau de la reproduction aussi. Vous connaissez probablement les baudroies abyssales. Chez la plupart des baudroies abyssales, les mâles sont des parasites des femelles et donc s'accroche à la femelle pour garantir le succès reproducteur. Donc beaucoup d'adaptations, beaucoup de diversité chez les téléostéens abyssaux. Ouais, il y a des adaptations. Enfin, j'aime bien montrer cet exemple-là. C'est une espèce qui a des yeux télescopiques pour voir plus de lumière. Et en temps normal, ses yeux sont dirigés vers l'avant, mais s'il veut regarder au-dessus pour voir s'il y a des prédateurs, il peut faire tourner ses yeux à 90 degrés et il peut voir à travers en fait son crâne qui est translucide. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre actuellement parce qu'on a de plus en plus d'informations, notamment grâce aux micro sous-marins robotisés qui permettent de vraiment voir les espèces dans leur environnement naturel. Donc on découvre plein de choses. Voilà. Une autre anecdote que j'aime bien, c'est ces espèces de poissons vipères qui sont des prédateurs pélagiques. En fait, ils émettent de la lumière rouge, et le rouge, c'est une lumière qui disparaît très vite avec la profondeur. Pour ceux qui font de la plongée, vous devez le savoir. Donc, beaucoup d'espèces profondes n'ont pas la capacité à voir la couleur rouge, mais ces prédateurs-là peuvent, et ils éclairent leur proie avec de la lumière rouge, et du coup, ils peuvent voir leur proie, mais la plupart de leurs proies ne peuvent pas les voir. Et puis, quelque chose qui est, je pense, important de rappeler, c'est que même à l'échelle des métazoaires, les téléostéens sont parmi les plus profonds et parmi les plus abondants en milieu profond. Juste une petite question, c'est une photographie? Non, c'est une bulle d'artiste.
Oui, donc je disais, même au sein des métazoaires dans leur ensemble, il y a assez peu de groupes qui sont aussi diversifiés, aussi répandus que les télostéens dans les zones vraiment très profondes. Par exemple, il y a quelques années, il y a cet article qui a décrit une nouvelle espèce de poisson limace dans la fosse des Mariannes à presque 8000 mètres de profondeur. Au moment où cet article est sorti, c'était la profondeur confirmée la plus profonde pour un télostéen et pour un vertébré en général. Pourquoi confirmer? Parce que là, c'est une espèce benthique, donc on sait la profondeur du fond, il vit sur le fond, donc on sait à quelle profondeur il vivait. Parfois, quand ils sont dans la colonne d'eau, c'est un peu plus compliqué de savoir exactement à quelle profondeur l'animal était. Si on se place dans un cas de phylogénétique, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que les télostéens abyssaux, on les retrouve un peu partout dans l'arbre des télostéens. Donc ici à gauche, vous pouvez voir un arbre moléculaire calibré dans le temps, que j'ai tiré d'une publication qui a une dizaine d'années, mais qui couvre l'ensemble des actinoptérygiens. Et j'ai mappé en fait sur cette phylogénie les données de profondeur sur une base de données qui s'appelle Fishbase. Et donc vous voyez probablement pas très bien, mais quand les terminaux sont blancs, c'est que c'est des familles, j'ai simplifié à l'échelle de la famille, c'est que c'est des familles où il n'y a que des représentants peu profonds. Et quand c'est bleu foncé, c'est des familles où il y a des représentants en milieu profond. Et donc, pour mieux voir ici, j'ai montré où ils se situent dans l'arbre. Donc, on en a un peu partout, vraiment dans l'arbre des télostéens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont groupés phylogénétiquement. Il y a des clades où il y a beaucoup de familles profondes, voire uniquement des familles profondes, ce qui suggère qu'il y a eu des événements de radiation en milieu profond. Et puis, il y a des zones de l'arbre où il y a beaucoup de taxons profonds qui sont présentés. J'ai zoomé sur cette zone-là, où on peut voir un ensemble de clades en paraphylie, les uns avec les autres, qui sont tous ou bien partiellement ou bien intégralement représentés par des espèces profondes aujourd'hui. Et donc cet ensemble en paraphylie, c'est à la base du clade qu'on appelle les néotéléostéens, qui est un énorme clade qui comprend plus de 15 000 espèces, pardon, que plus de la moitié des téléostéens actuels. Et ce que cette optimisation du caractère présence de taxons profonds implique, c'est que toutes ces lignées en paraphylie, on se retrouve avec une origine profonde de cet énorme clade. Donc ça a potentiellement des implications importantes sur l'évolution d'un groupe qui représente 15 000 espèces, qui représente un tiers des vertébrés. Sauf que moi, j'aime pas trop cette optimisation, parce que je fais aussi de la paléontologie, et dans le registre fossile, on a les plus anciens représentants de ces différents groupes qu'on retrouve dans des gisements où, d'un point de vue de sédimentologie, de géologie, on sait que c'est pas des gisements océaniques, c'est des gisements près de la côte. Donc, a priori, c'est pas des organismes profonds. Et donc, il s'est peut-être passé autre chose pour que ce pattern-là phylogénétique soit observé. Moi, mon hypothèse, qui est pour l'instant une hypothèse de travail, puisque c'est difficile à confirmer, c'est que, alors vous ne voyez pas, mais ici c'est marqué KPG. Cette ligne rouge marque la crise d'extinction de masse de la fin du Crétacé, entre le Mésozoïque et le Cénozoïque. Et la plupart de les représentants les plus anciens de ces différentes lignées actuellement profondes vivaient, on les trouve au Crétacé, dans des faunes, je l'ai dit, peu profondes. Et mon hypothèse, c'est que après la crise Crétacé-Paléogène, les représentants peu profonds de ces différentes lignées ont eu tendance à s'éteindre, peut-être pas tous, mais au moins une grande partie d'entre eux, ne laissant donc que leurs représentants profonds qui ont continué à se diversifier, tandis qu'en milieu peu profond, c'est d'autres lignées de télostéens qui se sont diversifiées et qui représentent aujourd'hui la majeure partie de la diversité dans les milieux du coup peu profonds, et en eau douce, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment tester avec le registre fossile. Pourquoi? Parce que, à part si le gisement est vraiment un gisement côtier, on ne peut pas savoir à quelle profondeur vivait un organisme fossile. Si, par exemple, on a un gisement d'océan ouvert, on peut savoir que l'animal vivait loin de la côte, était probablement pélagique ou benthique à grande profondeur, mais on n'a pas d'informations directement sur la profondeur à laquelle il vivait. C'est un peu compliqué parce que le registre fossile, finalement, concentre toute la colonne d'eau. Je ne sais pas si
je suis clair dans cette explication. Et donc, l'idée ici, c'est de trouver un proxy de la paléoprofondeur qu'on peut appliquer sur le registre fossile des téléostéens. Et l'idée que j'ai eue, c'est de regarder la microstructure de l'os. Alors l'os chez les téléostéens abyssaux, dans la littérature, c'est connu, c'est décrit qu'il est différent de l'os des téléostéens peu profonds. On va notamment trouver des informations comme quoi l'os est moins minéralisé, déminéralisé. Ici, on a une publication qui est assez récente et qui est, à ma connaissance, la seule qui a vraiment testé cette hypothèse dans un cadre phylogénétique à l'échelle d'une famille. Cette famille, c'est les liparidés, les poissons limaces, qui ont la particularité d'avoir des représentants très peu profonds. Celui tout en haut, c'est quelque chose qui vit dans les mares intertidales, vraiment, on peut le pêcher à l'épuisette au bord de la mer, en Amérique du Nord. Et celui-là, c'est celui qu'on a vu juste avant, qui est l'espèce record la plus profonde qu'on ait trouvée confirmée. Donc il y a vraiment toute la diversité de profondeur dans cette famille, et on voit que si on les reclasse par profondeur, les espèces les plus profondes semblent avoir de l'os moins dense, moins minéralisé. Je précise que là, ce qu'on a, c'est des CT scans, donc c'est des rayons X. Et donc voilà, là, on parle strictement d'opacité aux rayons X. Donc, c'est ce que je viens de dire, réduction de la densité osseuse avec la profondeur, décrite par cette étude. Le problème, c'est que réduction de la densité osseuse, voilà, ce que je viens de dire, c'est que c'est strictement parler, c'est juste une réduction de l'opacité aux rayons X. C'est-à-dire que les rayons X traversent mieux l'os dans le cas de l'espèce la plus profonde. Mais d'un point de vue structurel, on ne sait pas exactement ce que ça implique. Est-ce que ça implique que l'os est plus fin, par exemple? Est-ce que ça implique que l'os est moins compact? Ou est-ce que ça implique que, d'un point de vue de la minéralisation, la fraction minérale de l'os est plus faible? Et tout ça, biologiquement, ce n'est pas forcément les mêmes phénomènes qu'il y a derrière. Et ça peut être aussi tout ça à la fois, par ailleurs. Donc, on a besoin de caractériser, d'un point de vue structurel, cette réduction de densité osseuse. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette étude préliminaire. Donc, j'ai collecté une soixantaine de spécimens qui représentent la plupart des clades présents en milieu profond chez les téléostéens. Pour chacun de ces clades, j'ai pris des représentants profonds et des représentants peu profonds. Donc, pour avoir à chaque fois chez les cousins phylogénétiques des espèces profondes et peu profondes pour pouvoir comparer directement. J'ai utilisé, comme dans l'étude précédente du CT scan, sauf que moi, j'y suis allé carrément au synchrotron. Donc, j'ai été à l'ESRF à Grenoble, qui est le synchrotron européen, qui permet d'obtenir des données comparables aux données CT scan classiques, sauf que les propriétés du synchrotron font qu'on peut obtenir des données beaucoup plus vite, avec une excellente résolution, un excellent contraste, etc. Et de façon non destructive. Alors ça, c'est le cas pour tous les CT scans, ce qui est très pratique pour les espèces profondes, puisque c'est quand même souvent des taxons assez rares, peu présents dans les collections. Donc là, on peut scanner potentiellement des types, par exemple, sans les abîmer. Et comme vous voyez, donc, là, c'est des gros spécimens que j'ai empruntés aux États-Unis et que j'ai scannés à Grenoble. Et ça marchait, même avec des gros spécimens comme ça marchait très bien. Il n'y avait même pas besoin de les sortir du sac étanche en plastique dans lequel ils avaient été envoyés. Là, on a vraiment la bestiole dans l'alcool, enfin humectée avec de l'alcool dans du tissu, avec le plastique autour, et ça marchait nickel. Donc, c'est vraiment parfait en termes de préservation des spécimens. Et ça, c'est le genre de résultat que j'avais. Alors, je n'ai pas précisé, mais j'ai toujours ciblé un élément osseux homologue, en l'occurrence les vertèbres abdominales, puisque en plus les vertèbres, c'est pratique, on les voit bien dans les scans, c'est facile de les localiser. Elles sont présentes chez tous les taxons. Et donc ça, c'est le genre de résultat que j'ai. Donc, il faut imaginer ici, c'est des vues transversales des vertèbres, des coupes transversales, pardon. Donc, on regarde la vertèbre vers l'avant. L'avant est par là, l'arrière est par là, le haut est par là, le bas est par là. Et donc, l'espèce de cercle qu'on voit souvent, c'est le milieu de la vertèbre, là où il va y avoir à l'état larvaire la corde qui passe. Et donc, vous voyez déjà avec ces résultats qu'il y a une grande diversité morphologique dans la microanatomie des vertèbres entre les différents taxons qui ont été scannés.
Et ce que j'ai fait pour essayer de quantifier tout ça, alors j'ai segmenté avec un logiciel de segmentation de données City qui s'appelle VG Studio Max, pour que tout soit bien aligné, que tout soit bien orienté de la même façon. Puis j'ai utilisé un programme qui s'appelle BoneJ, c'est un plugin de ImageJ qui permet de binariser, c'est-à-dire d'avoir juste os versus pas os, de sélectionner une zone d'intérêt et de faire toutes sortes de mesures spécifiquement pour la structure de l'os. Donc ça, c'est le scan d'origine. Ça, c'est le même scan binarisé. Donc en noir, c'est l'os et en blanc, c'est tout le reste. Et donc, j'ai sélectionné une zone d'intérêt pour être sûr que ce soit bien homologue, enfin comparable en tout cas entre tous les taxons. Et donc, j'ai utilisé pour l'instant une métrique très simple qui est la fraction osseuse. Donc, juste en fait le volume d'os divisé par le volume total de la zone d'intérêt. Et ça permet d'avoir une répartition de cette fraction osseuse tout le long de la vertèbre. Et ça donne une valeur moyenne de fraction osseuse sur l'ensemble de la structure. Comme on a des données 3D, on peut avoir des données sur l'ensemble d'un os et pas juste sur une coupe, ce qui est aussi un avantage. Et ça, c'est le genre de résultats préliminaires que j'ai, groupe par groupe, avec seulement des exemples. Par exemple, ici, on a les anguilles au sens large, dans lesquelles il y a des espèces peu profondes qui ont de l'os quand même bien compact, bien épais, comme on voit à gauche, et des espèces pélagiques abyssales qui ont de l'os très fin et quasiment rempli pas de vide, mais de tissus non minéralisés. Et donc, vous voyez que la fraction osseuse diminue nettement chez l'espèce abyssale. Pareil chez ce groupe, les poissons lézards. Alors, on a une espèce benthique abyssale ici, qui a aussi de l'os, donc une fraction osseuse très réduite par rapport à une espèce peu profonde. On retrouve les liparidés qu'on a vu tout à l'heure avec l'espèce la plus profonde connue et cette espèce qui vit vraiment dans les mares intertidales. Encore une fois, réduction de la fraction osseuse chez l'espèce profonde. Ici, on a, vous avez probablement déjà vu cette image, le fameux blobfish, avec un cousin que vous connaissez peut-être, qu'on trouve dans les mares intertidales en Europe, le chameau buffle. Donc, toujours pareil, réduction de la fraction osseuse chez l'espèce abyssale. Alors, au passage, le blobfish, quand il est en vie, il ressemble à ça. Il est quand même moins. Il a l'air plus content, quoi. Autre résultat, on a ici des baudroies, baudroie abyssale, l'inconnu, et puis une baudroie qui vit vraiment à la surface, puisque c'est une espèce qui est spécialisée, qui s'accroche aux sargasses qui flottent dans la mer des Sargasses. Donc elle vit vraiment à 0 mètre, quoi, juste à la surface. Donc toujours pareil, réduction de la fraction osseuse. Et puis ici, on a un cas un peu particulier où on a deux espèces, donc le taco qui est un cousin de la morue qui est peu profond et un grenadier abyssal qui est très profond. Et on voit que structurellement, il y a vraiment une différence nette entre les deux vertèbres. Mais par contre, la fraction osseuse est assez similaire en termes purement quantitatifs, probablement parce que là, on a en fait beaucoup de travées qui rendent la structure, même si l'os est très fin, ça maintient quand même une certaine solidité. Donc là, il faudrait trouver d'autres mesures pour refléter ce genre de cas-là. Mais bon, les conclusions préliminaires que j'ai, c'est qu'on observe bien un patron de réduction de la fraction osseuse avec une profondeur qui augmente. C'est quelque chose qui va être répété tout le long de la phylogénie, donc d'un groupe à l'autre. Alors avec évidemment de grosses différences qualitatives et quantitatives d'un taxon à l'autre, mais ça c'est attendu parce qu'on a quand même des taxons très éloignés phylogénétiquement les uns des autres. Donc il faudrait préciser en ayant un échantillonnage plus fin à l'échelle de certains groupes. Et au moins en partie, cette fameuse réduction de la densité osseuse qui est décrite dans la littérature, ça consiste en une réduction de la compacité de la fraction osseuse. Au moins en partie, parce que je n'ai pas testé, par exemple, le taux de minéralisation. Et donc, on a bien un proxy potentiel de la profondeur avec l'os des télostéens. Alors, comme on l'a vu, il y a certains cas où la réduction de la fraction osseuse n'est pas significative, même s'il y a des différences claires qu'on voit. Donc, il faudrait chercher d'autres métriques. Par exemple, l'épaisseur des travées osseuses, ces espèces de
structures transversales qui maintiennent la structure. Il faudrait changer et tester avec d'autres éléments squelettiques, avec d'autres taxons, et notamment avoir un échantillonnage plus fin dans certains clades qui ont des représentants à différentes profondeurs. Et puis, il faudrait aussi tester les facteurs confondants potentiels. Par exemple, je soupçonne que les espèces pélagiques qui nagent loin du fond, qui nagent tout le temps, quelle que soit leur profondeur, ont tendance à avoir de l'os moins compact que les espèces benthiques. Et donc ça, pour le tester, il faudrait prendre des taxons benthiques et pélagiques qui vivent à la même profondeur et puis voir s'il y a une différence constante de ce point de vue-là. Et puis, bon, la question qui reste derrière, c'est pourquoi il y a cette réduction de la fraction osseuse. Là, il y a plein d'hypothèses qu'on peut émettre. Il y a alors quelque chose qui revient souvent, c'est est-ce que c'est dû à la pression? Je ne suis pas sûr que la pression joue tant un rôle que ça. Moi, mon hypothèse de prédilection, ce serait plutôt que c'est dû à une réduction de la disponibilité en ressources. En milieu profond, il y a quand même moins à bouffer que près de la surface. Donc, il faut faire avec les moyens du bord, faire une structure avec moins de tissu minéralisé que ce qu'on pourrait faire. Ce qui expliquerait cette réduction de la compacité. Mais ça peut se tester. Par exemple, on peut utiliser des méthodes d'analyse en éléments finis pour tester la résistance structurelle de ces différentes structures et tout ça, avec une pression qui augmente, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites à l'avenir. Et donc, toujours en termes de perspective, dans le cadre de mon projet de recherche, l'idée, ce serait d'appliquer ces paramètres quantitatifs sur la structure de l'os, sur des taxons fossiles de différentes époques, qui vivent avant, après la crise crétacé-paléogène, pour lesquels on peut les placer phylogénétiquement par rapport aux taxons actuels, et ça permettrait, dans une phylogénie avec donc, des taxons fossiles inclus, de retracer l'évolution de la profondeur au cours du temps. Et donc, voilà, ce serait potentiellement très intéressant pour tester toutes ces hypothèses de diversification en milieu profond. Et pour l'instant, j'en ai fini. C'est du temps pour des questions. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Et j'ai une question sur quand les poissons se défilent. À quel point ils peuvent se déplacer dans la coupe? Qu'est-ce qui reste à... C'est une bonne question. Ça varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Il y a des espèces benthiques qui ont un large éventail de profondeur connue. Ça peut aussi changer selon le stade de vie. Il y a des espèces, au contraire, qui sont très localisées, qui sont endémiques de certaines profondeurs. Et puis, il y a beaucoup d'espèces pélagiques, notamment les myctophidés, là, les poissons lanternes qui sont tellement nombreux que les sonars pensaient que c'était le fond. Chez beaucoup d'espèces, il y a des migrations verticales entre le jour et la nuit. Donc, la nuit, un peu plus près de la surface, ils peuvent être jusqu'à quelques centaines de mètres, voire quelques dizaines de mètres de la surface selon les espèces. Et le jour, ils sont beaucoup plus profonds, ils peuvent être jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, en effet, il y a des espèces qui ont des profondeurs qui varient beaucoup. Et là, l'indicateur que j'ai pris pour la profondeur, c'est la profondeur maximale connue. Enfin, pas forcément connue, mais en tout cas répandue, quoi. Puisque ça indique une espèce de maximum de contrainte, quoi. Une petite question, remarque. C'est vrai que dans la littérature, on décrit beaucoup les bouleversements, notamment l'acidité de l'océan, de producteurs primaires en zone pélagique à la limite tertiaire. J'ai pas l'impression que ton travail remet ça en cause. Par contre, c'est ce que ça implique sur le patron phylogénétique des télostéens, c'est-à-dire que si je me trompe, c'est pas les télostéens dans leur entièreté qui auraient une origine profonde, mais l'impact écologique de la perturbation environnementale de l'époque aurait joué clade par clade. C'est ça, comme tu l'as dit. Les clades les moins profonds se sont dit pas des perturbations environnementales plus fortes que dans les grandes profondeurs, et donc chaque clade n'a laissé comme survivant, pas comme lignage en tout cas, que les lignages. Voilà. Ça, c'est mon hypothèse en tout cas, sur la base du registre fossile, parce que c'est vrai que le milieu profond est plus tamponné, plus stable
que la surface. Donc, on peut imaginer que dans un contexte de crise de changement climatique, de changement de conditions biotiques de l'eau et tout ça, ça impacte moins le milieu profond que la surface, ou peut-être moins vite, et que donc ces milieux auraient pu avoir un rôle de refuge pour certains taxons qui seraient restés les seuls survivants de certains clades qui, par ailleurs, ont été déplétés en surface. Donc oui, c'est une hypothèse de travail. Et est-ce que, alors là, ignorance totale, hein, je pose la question parce que ça me fait penser que dans des flèches sur la famille Télostéa, les flèches bleues, on a tout en haut chez les uniformes, concentration aussi de taxons profonds. En fait, j'ai mis vraiment une flèche par clade là. Donc, ah oui, c'est peut-être pas de concentration. Ouais, mais l'autre flèche, c'est les allépocéphaliformes. Le truc que maintenant on met à côté des ostariophiles, enfin bref, discussion dictologiste. Chez les ombiliformes, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un clade en fait. Enfin. Oui, et puis il y a aussi quand même je ne sais plus comment ils s'appellent, les notacantidés là, qui sont plus proches des albidés, qui sont profonds aussi endémiques. Donc on a au moins 2 clades profonds dans les hélopomorphes. D'accord, donc il n'y a pas cette densité qui permettrait de dire est-ce que ces émergences-là qui sont à peu près entre le Trias et le Jurassique, si je me souviens bien. Si, c'est possible qu'il y ait eu un phénomène similaire parce que. Ouais, parce que le Jurassique a duré longtemps, mais elle a duré vachement longtemps en fait. Ouais. Elle a peut-être provoqué des choses similaires. C'est aussi des clades relativement anciens, ouais. Donc c'est possible qu'il y ait eu un filtre en effet en surface et que certaines des lignées ne soient aujourd'hui plus représentées que par des taxons profonds, ce qui explique ce pattern phylogénétique. En effet. Ouais. Je reviens sur ton hypothèse. Tu as tout un truc, mais du coup, selon ton hypothèse, ça ne change rien au fait que toutes ces lignées-là sont quand même en parafile. Ah oui, la structure phylogénétique, à quelques détails près, j'y crois. Enfin, j'avais l'impression que tu présentais une hypothèse alternative. Non, c'est pas une hypothèse phylogénétique alternative. C'est le fait que, à partir uniquement de l'actuel, si on n'a pas l'information fossile, l'optimisation à l'état ancestral est biaisée en fait. Voilà, l'hypothèse d'évolution des caractères, enfin, si on peut parler de caractères, des traits, est biaisée par le fait qu'on n'a que des lignées actuelles dans l'arbre, vu que c'est un arbre moléculaire. Et voilà. Et potentiellement, en incluant des taxons fossiles, on changerait complètement cette reconstruction des temps ancestraux. Ouais. Donc, la première, la microstructure, pour l'instant, tu l'as fait que sur les actuels. Ouais. Et comment tu fais ce passage aux fossiles? La préservation des fossiles est telle que tu peux avoir le même détail? Alors, en termes de détail, oui, je pense. Il y a des cas un peu bizarres où la fossilisation fait qu'on ne voit plus rien, mais en général, l'histologie et a fortiori la microanatomie qui est moins précise sont préservés chez les fossiles. Après, il peut y avoir des problèmes quand ils sont vraiment tout aplatis, ce qui est le cas parfois. Mais il se trouve que aussi bien au Crétacé qu'après, au début du Cénozoïque, il y a des gisements qui sont quand même assez bien connus avec des représentants de ces différentes lignées abyssales qui sont en fait en 3D. C'est des nodules ou des choses comme ça. Donc on a l'English Chalk, la craie d'Angleterre au Crétacé. On a le London Clay, toujours en Angleterre, à l'Éocène. Et j'ai des scans de quelques espèces de ces gisements-là et on voit vraiment la microstructure de l'os. Alors, ces scans ne sont pas avec autant de détails que les scans synchrotron, mais théoriquement, on peut avoir des résultats comparables, sans déformation. Et ma deuxième question, c'est du coup, si tu mettais des fossiles dans l'arbre, déjà, est-ce qu'il existe des phylogénies où des fossiles sont déjà placés? Est-ce que c'est facile à placer? Est-ce que ça, c'est toi qui fais ce travail-là où tu collabores pour la reconstruction phylogénétique avec les mais quelle est la proportion en fait et le placement dans l'arbre de ces fossiles pour lesquels tu aurais assez de détails? C'est l'un des enjeux. En fait, il y a des phylogénies disponibles, dont certaines que j'ai faites pendant ma thèse et entre-temps. Donc, il y a certains groupes, par exemple ce groupe-là, les lampriformes, j'ai pas mal travaillé dessus et je continue à travailler dessus. Donc, on commence à avoir une phylogénie qui inclut taxons fossiles dans la phylogénie des actuels.
Idem pour d'autres groupes comme ceux-là, où il y a d'autres gens qui bossent dessus, avec qui je collabore. Et puis, il y a d'autres groupes pour lesquels ça reste à faire. Par exemple, ce groupe tout en haut, là, les stones uniformes, il y a un doctorant du MNHN en paléontologie, Bouziane Kaloufi, qui avait décrit des fossiles de ce groupe-là qui sont les plus anciens connus au Crétacé. Mais pour l'instant, on ne connaît pas leur position phylogénétique. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait pour, à terme, en fait, avoir un arbre qui inclut le plus possible les taxons fossiles dans l'arbre des actuels. Donc c'est quelque chose qui est en cours, mais aussi bien via les collaborations que via les travaux que j'ai déjà faits, il y a largement de quoi combler ce manque. Ouais. À la fin, tu as parlé d'un facteur confondant qui pourrait, alors je ne sais plus lequel d'ailleurs je vais t'appeler, Un type pélagique. Voilà. Il y en a peut-être un autre qui serait la phylogénie en elle-même, parce que les espèces que tu compares, ce n'est pas forcément des espèces sœurs. Ouais. Chacune peut faire partie d'un clade avec une histoire différente. Je pense, alors, c'est pas une question de plus normal, effectivement, on pense à discuter de ça. Ouais. D'où l'intérêt d'utiliser des. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais là, j'ai juste montré de façon, on va dire, bête et méchante les différences de mesure d'un taxon à l'autre. Mais l'idée à terme, quand j'aurai un arbre, c'est d'utiliser des approches phylogénétiques comparatives qui tiennent compte du coup de la topologie et de cet éventuel biais, comme tu dis, les taxons plus apparentés vont avoir tendance à plus se ressembler en termes de traits. Alors, pareil, un petit peu question de je ne connais pas trop, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi tu avais besoin de caractériser l'ours. En fait, est-ce que simplement vraiment tu nous as mis le gâteau en expliquant est-ce que c'est un problème de densité, est-ce que c'est tu as besoin de savoir quelle est réellement la cause pour répondre à ta question Oui, alors déjà d'un point de vue biologique, c'est intéressant de comprendre structurellement ce qui se passe et tout ça, mais aussi pour pouvoir l'appliquer dans le fossile. En fait, l'os, tu choisis l'os parce que c'est l'un des seuls trucs qu'on a chez les fossiles. Par exemple, le taux de minéralisation, on peut le tester sur l'actuel, mais sur le fossile, c'est biaisé puisqu'il y a eu de la diagénèse, de la fossilisation, donc le taux de minéralisation ne reflète pas le vivant de l'animal. Très bien, n'oublie pas de préciser ça. Je pense que c'est important un peu pour comprendre pourquoi tu as besoin effectivement que ça ne soit pas ça. Et justement, un volume pour que ça soit mesurable. Oui, tu as raison. Ouais. Okay, et puis par ailleurs, le fait que ça décrive une compacité, ça peut aussi évacuer le biais potentiel de la déformation des fossiles. S'ils sont un peu aplatis, à partir du moment où on voit quand même les cavités, tout ça, on pourra toujours faire un ratio peut-être un peu biaisé, mais moins que si on regardait, si on décrivait vraiment la structure en elle-même. Pardon, Anne-Marie. Il y a un autre aspect le truc de vidéotréching machine, c'est de sécher. Pour les poissons, oui. Les poissons. Oui. Mais ça doit aussi jouer dans la l'ossification. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que j'imagine que toutes ces vertèbres n'ont pas la même taille. Non, pas du tout. Fonctionner. Ça pourra jouer, enfin, c'est juste à éliminer, aussi expliquer des choses qui se ressemblent et qui viennent peut-être pas. Ouais, on peut, avec des approches phylogénétiques comparatives, on peut contrôler avec d'autres paramètres comme la taille corporelle. On peut voir si en termes de variables explicatives, ça explique mieux les changements de compacité de l'os ou si c'est la profondeur qui explique mieux. Dans les amphibiens, souvent, quand les espèces sont petites, il y a beaucoup d'os qui ne sont pas entièrement minéralisées. Ouais. C'est-à-dire que ça fait. Y compris chez des adultes. Avec la morphologie, il y a des tas de choses. Par exemple, des familles, je dis ça comme ça, des familles séparées, on se rend compte que ces choses sont très semblables. Ce qui est après dans les défis, c'était de faire des caractères des familles. Enfin, ça ne dérange plus parce qu'un os qui est absent de l'un et absent de l'autre, et ça peut être des frères, ça peut être même dans un genre. Il y a un des effets de détail peut être un changement. Oui, c'est un peut-être aussi sur lesquels tu devras t'informer, c'est comment fonctionne l'ossification chez les poissons. Et toi, j'imagine qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça parce que dans les élevages, ça doit être important.
Et parce que bon, chez les malfaits, la lumière, etc., c'est tout. Il y a les hormones, et tout ça doit tout je me souviens pas de ce que j'ai pas en ça, les écritures, l'ossification des mystères. Bah ouais, Il y a des c'est. choses que c'est intéressant à voir aussi pour des hypothèses, parce que ça peut expliquer aussi certaines. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, l'ossification, enfin, le développement de l'os en général chez les télostéens, c'est à la fois assez étudié, comme vous l'avez dit, sur les taxons d'aquaculture et tout ça. Par contre, c'est beaucoup moins connu en général à l'échelle phylogénétique. Et il y a plein de groupes sur lesquels on ne sait pas trop. Donc, de toute façon, oui, ce genre de données aussi, elles permettent de collecter des données nouvelles sur des paramètres qui sont peu connus, peu étudiés dans ces groupes. Et là-dessus, une petite piste, Clemens en Norvège apparaît sur l'ossification des sous-marins. Et collabore avec la sur le rôle du pH de l'océan, conditions d'acidité, sur l'ossification de la larve. Oui, il y a aussi des collègues aux Pays-Bas qui travaillent sur l'ossification. Il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus, mais c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément bien connu à l'échelle du CLAD, quoi. Gaël. Juste, déjà, c'est un projet de recherche qui est intéressant parce qu'effectivement, ça coûte sur les. Je vais la faire, mais c'est un travail qui va permettre d'innovation, de développement, de technologie, actuelle. Et forcément, si derrière, il y a une application aussi sur. Elle fait tout à fait bien. Quand ça a changé, moi, j'avais pu comprendre que la possibilité de précipitation en termes d'éducation, on a eu des problèmes moins de et là, le processus, forcément, un processus public permettre cette vulgarisation. Je vous montre là, mais vous savez déjà l'espèce de parce que quand je viens pour précipitation, souvent on dit que je prends des grandes salles, l'utilisation est quasiment impossible. Je ne peux pas effectivement se prendre dans le pH. Donc ma question c'est connaissance des différentes collections qui sont aussi d'institutions. Est-ce que tu as une idée du côté quantitatif, qualitatif de collection? On sait qu'effectivement ce sont des questions profondes et profondes potentiellement en tout cas. C'est moins de ce serait. Bah, c'est là. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des collections, par exemple, ici au MNHN, on a les collections du Liban. On a quand même beaucoup de représentants de ces lignées actuellement bien représentés en milieu profond. Donc ça, c'est du Crétacé. Et dans l'Éocène, il y a toute la collection à Rambourg là, de l'Iran. Et la faune, en termes de composition de la faune, ça ressemble beaucoup aux faunes mésopélagiques actuelles. On a des stomiformes, on a des gadiformes, des lampriformes, des choses comme ça. Après, la question, c'est, ça ressemble aux faunes actuelles profondes. Est-ce que c'est une faune profonde ou est-ce que c'est les cousins peu profonds des taxons profonds actuels? Et voilà, on sait que c'est des gisements d'océans ouverts, donc potentiellement des animaux qui vivaient profond, mais on ne sait pas à quelle profondeur ça a été déposé nécessairement, et même si on sait, on ne sait pas nécessairement à quelle profondeur l'animal vivait avant de tomber au fond. Voilà, et donc, je suis d'accord avec toi que c'est possible que l'on n'ait jamais de fossilisation au-delà d'une certaine profondeur, à cause de ces problèmes de chimiques et tout ça. Mais par ailleurs, si, admettons que j'arrive à replacer ces fossiles-là dans une phylogénie et que sur la base de ces paramètres quantitatifs, je peux démontrer qu'ils n'étaient pas profonds par rapport aux représentants actuels, ça informe quand même sur l'évolution du trait, puisque ça montre que des groupes qui aujourd'hui sont strictement profonds avaient leurs plus anciens représentants qui du coup ne l'étaient pas. Et ça permet quand même d'affiner la reconstruction de ces traits.
Ouais. Parce que du coup, encore une fois, ça a eu les pieds. Le principe n'est pas effectivement de précipitation capable de dire que le spécimen qui sont trouvés dans Ouais. Ça reste profond, cela dit, d'un point de vue écologique. Enfin, ouais. Et voilà, c'est ouais, c'est ça. Et j'espère que ce sera possible d'avoir assez finement quoi, les différences de profondeur pour pouvoir dire ça. vrai que c'est une information. Les familles. On va pas répondre à la question sur à 100% tant qu'on n'aura pas connaissance de la présence de poissons. Très facile. Ouais. Non, Ouais. Ouais. Bah, il se trouve qu'il y a un article qui est sorti cette année, là, il y a quelques mois. Donc, NAS, c'était la première confirmation de la présence de télostéens profonds au Crétacé, au Mésozoïque. Et ce n'est pas des restes fossiles, c'est des traces de, je ne sais pas comment on pourrait dire, de broutage, de foraging sur le fond. Alors, ils interprètent ça comme ne pouvant être que des téléostéens ou des actinoptérygiens. Et comme c'est le fond et qu'on peut reconstruire la profondeur des sédiments, je crois que c'est la plaine abyssale. Donc là, ils considèrent que c'est la preuve que. Mais en effet, ce n'est pas des restes directement d'organismes. Et même si ça minéralise beaucoup moins au profond, on ne peut pas dire qu'il y a zéro fossilisation. Bah, c'est un peu dur de le savoir, en fait, à cause de justement cette difficulté d'estimer la paléoprofondeur. La question est peut-être la même pour les gastéropodes. Actuellement, les gastéropodes profonds, c'est un problème. Ouais. Ah, ça bien. Bah, ils vont moins profond que les télostéens, mais quand même. À vérifier. À vérifier. Non, ouais. Oui, c'est pour ça que, il me semble que les télostéens, on va les trouver plus profonds que, par exemple, la plupart des échinodermes ou que les mollusques, parce que, justement, comme c'est du phosphate de calcium, ça précipite plus profond. Mais il y a une limite théorique, par ailleurs, de profondeur, doit être autour de 8000 mètres. Et donc, ceux qu'on a observés là dans la fosse des Mariannes, ils sont quasiment à la limite théorique. Donc, potentiellement, ils occupent toutes les profondeurs possibles. Ça, ce qui est rigolo, c'est que souvent, les gastéropodes profonds, ils ont coquille beaucoup. Ouais. Pas tous, ouais. Mais du coup, ce serait potentiellement intéressant de comparer entre des phylums vraiment différents aussi. Mais ils sont pas forcément ils sont pas forcément minéralisés, les arthropodes, ça peut être que de la chitine. Oui, c'est vrai. Il y a les échinodermes aussi qui peuvent être. Avec une profonde, c'est bien. Bah ouais. Les zoonotures. Ouais. Mais c'est beaucoup des zoonotures, justement, en milieu abyssal, parce que les crinoïdes, les étoiles de mer, les oursins, bah, ils ne peuvent pas trop minéraliser, apparemment, d'une certaine profondeur. Il y a des pratiques crinies, ça. À 8 mm. Ah bah voilà. Super. En fait, c'est la problématique liée, ils ont un processus dans le cycle qui est présent chez les espèces moins profondes de 4 mm, et ceux-là de 8 mm, justement, D'accord. c'est une structure qui montre si c'est attention, si c'est la même chose. Comme il y a moins de difficultés à calcifier, alors que c'est plus la calcification. Voilà, donc c'est potentiellement, en effet, des comparaisons avec d'autres phylums, ça pourrait être pertinent aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire sur ces questions. Je crois qu'il y avait d'autres questions ici. Je voulais juste demander une petite question, est-ce que vous avez fait le graphe de la fraction osseuse
Pour l'instant, non. Parce que, en fait, comme on disait, il faudrait le contrôler justement phylogénétiquement et tout ça pour que ça ait un sens. Oui, pour ça. Pour la propriété, je suis d'accord, on peut le tracer. Parce que ce sera super variable selon d'un taxon à l'autre, parce que leur anatomie est tellement différente que je ne pense pas qu'on puisse directement comparer vraiment entre des lignées très éloignées phylogénétiquement. Ce serait une différence plutôt entre c'est ce que tu as compris. Oui, ce serait plus pertinent de regarder au sein de clades plus restreints, quoi. Ou alors de vraiment contrôler avec la longueur de branche. Mais ça ne t'empêche pas de regarder s'il y a une corrélation. Oui. Tu ne conclus pas sur la causalité s'il y a une corrélation, mais au moins tu peux regarder s'il y a une corrélation. Ouais. Et je me demandais s'il pouvait y avoir une histoire aussi de variabilité, c'est-à-dire que tu disais qu'il y a des espèces qui varient, il peut y en avoir d'autres qui sont moins variées en profondeur, et peut-être que ça ne sera pas possible. C'est-à-dire. Oui. Ça typiquement, là j'ai plutôt choisi, pour ces résultats-là, j'ai plutôt choisi de faire un échantillonnage à grande échelle phylogénétique pour avoir des représentants d'un peu tous les clades. Je pense que l'idée, dans un second temps, ce serait d'échantillonner plus spécifiquement des taxons avec une grande diversité de profondeur et aussi peut-être d'écologie. Typiquement, ça permettrait de comparer, par exemple, entre chez les taxons proches, entre ceux qui font des migrations verticales et ceux qui n'en font pas, par exemple. Et ça permettrait de voir ce genre de paramètres-là. Parce que l'idée, c'est de prédire. Ouais, c'est l'idée, enfin, on espère. Si c'est corrélé. Ouais. Au moins avoir une petite idée, quoi, sur la base de quantitativement. Dernière question, est-ce qu'il y a eu des cas justement de déminéralisation observés en dehors de... Oui. Il y a des, par exemple, je sais pas, les esturgeons, c'est pas très minéralisé, alors que ça n'est pas particulièrement profond. Oui, il y a des exemples, mais c'est pas forcément dû à. Enfin, c'est pas forcément dû que à la profondeur. Il y a des adaptations particulières aussi. J'avais une petite question, je m'écarte un tout petit peu des eaux, encore à propos de l'origine en mer profonde. Moi, j'avais dans l'idée, mais c'est peut-être une des choses, je ne sais pas du tout le domaine, mais qu'il pouvait y avoir des pertes de fonction associées à l'adaptation. Je pense par exemple aux poissons c'est plutôt des poissons cavernes, mais qui perdent des fonction, ce genre de choses. Ça me paraît plus compliqué de passer des profondeurs de revenir, de faire un retour. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait contredire l'hypothèse de l'analogie? C'est pour ça que souvent, dans la littérature, les gens mentionnent plutôt l'hypothèse de, en effet, c'est des lignées survivantes en milieu profond, mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément des retours secondaires après en zone peu profonde. Cela dit, il y a quand même certains clades où, juste sur la base des actuels, ça donne quand même vraiment l'impression que c'est un clade qui s'est diversifié en milieu profond, ou du moins avec la possibilité d'aller profond, et qu'après, il y a certains taxons qui se spécialisent à vivre plus en surface. Je pense notamment, là, ici, ce clade-là, il y a eu des phylogénies qui ont été publiées ces dernières années. C'est le clade qui inclut les macros, les thons et tout ça. Et en fait, la plupart de leurs cousins sont plutôt pélagiques profonds, du moins avec des plongées profondes, alors que les scombridés, eux-mêmes, les macros et les thons, tout ça, en général, ils restent plutôt près de la surface. Éventuellement, certains thons peuvent plonger, voilà, mais ce n'est pas vraiment des espèces profondes. Donc là, vu que c'est juste une famille au sein d'un gros clade où ils sont tous quasiment au moins un peu profonds, ça pourrait être un cas justement de secondairement plus près de la surface. Donc moi, je me réserve toutes les possibilités. Après, oui, il y a certaines fonctions qui pourraient être perdues. Il y a souvent les espèces abyssales perdent la vessie natatoire, des choses comme ça. Mais par exemple, sur la vision, il y a beaucoup d'espèces qui ont des yeux réduits, mais il y en a aussi qui ont des yeux fonctionnels alors qu'ils vivent à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Donc, c'est pas non plus un truc systématique. Et juste par rapport aux autres, du coup, à quel point les espèces peuvent perdre leur minéralisation? C'est quoi l'extrême? Est-ce que des espèces avec 0%? Oui, potentiellement. Il y a certains scans que j'ai faits où on voit quasiment rien. Après, ça peut être aussi dû à d'autres trucs, à la préservation. Ça serait plutôt du cartilage, dans certains cas. C'est le cas chez les esturgeons, par exemple, ou chez les chondrichtiens, les raies et tout ça.
Mais après, ouais, oui, c'est possible qu'il y ait certains cas où c'est entièrement déminéralisé, mais à vérifier. Juste une dernière question très concrète pour CNRS. Quelle session Section, Section. oui. Pour l'instant, plutôt la section 29, donc biodiversité. C'est adaptable. Ouais, peut-être. Enfin, j'ai vu qu'il y avait pas mal de postes qui avaient été. Et vos développement cette année. Je sais pas. Ouais, Je sais pas à quel point. Je sais pas, je pense qu'ils ont plutôt des profils de gens qui font vraiment de la génétique, des choses comme ça. Pareil, il y a des sections écosystèmes, mais ils recrutent plutôt des gens qui font de l'écologie fonctionnelle. À voir. Il y a aussi la section géologie qui historiquement recrutait des paléontologues, mais ça a l'air d'être un peu cassé la gueule ces dernières années. Voilà. Je sais que tu travailles aussi sur cellules osseuses. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien entre la taille des cellules osseuses et la fraction osseuse que Non, pas nécessairement. Après, c'est possible que dans certains cas, on n'ait pas de cellules osseuses parce que l'os est tellement fin qu'il n'y a pas la place. Je pense que dans certains cas, c'est ça. Mais pour des petites espèces. Sinon, il se trouve que la grande majorité de ces groupes abyssaux n'ont pas de cellules osseuses. Ils font partie du clade télostéen dans lequel les ostéocytes, les cellules osseuses à l'intérieur de l'os, sont perdues. Voilà, en gros, à part quelques trucs comme les anguilles abyssales, les grenouilles, les choses comme ça, tous les autres, quasiment, ont une os assez lourd. dans ces cas-là, il y a pas de type de cellules de structure dans. Bah, la partie vraiment minéralisée de l'os n'a pas de cellules. Et il y a toujours les cellules qui produisent l'os, donc les ostéoblastes, et les cellules qui dissolvent l'os, les ostéoclastes, mais qui sont en surface, qui ne sont pas à l'intérieur de la zone minéralisée. Ok, il y a eu beaucoup de questions. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que certains ou certaines qui sont en ligne ont des questions? Il n'y a pas de chat. Je ne sais pas trop comment. Conversation. Ah oui, conversation. Bonjour. Ah. Alors, Lauriane Cacheux a une question. Pourquoi dis-tu que la comparaison des vertèbres abdominales est plus pertinente que la comparaison des squelettes entiers en termes de fraction osseuse? Est-ce que c'est représentatif du squelette entier? Alors, pas forcément. C'est une bonne remarque. Le problème, c'est que alors, si c'est vraiment juste regarder la fraction, on pourrait le faire sur l'ensemble du squelette, à condition que on ait des spécimens assez petits pour pouvoir être scannés dans leur entièreté, parce que là, j'ai pas précisé, mais le champ de vue des scans que j'ai, c'est quelque chose comme, je sais plus exactement, c'est pas plus d'1 centimètre, quoi, quelques centimètres maximum. Donc, c'est quand même, faut avoir des petites bêtes pour pouvoir scanner le squelette entier, d'une part. Et d'autre part, l'idée, c'est pas que de regarder strictement la fraction osseuse, c'est aussi de regarder structurellement qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire différents paramètres quantitatifs. Donc, ce serait beaucoup plus compliqué à faire sur l'ensemble du squelette. Et je pense qu'une meilleure approche, ce serait plutôt de prendre différents os à différents endroits du squelette et d'appliquer la même méthode sur des différents os du même animal, enfin, sur les différents os chez différents animaux pour pouvoir comparer, plutôt que de scanner vraiment le squelette entier. Je ne sais pas si j'étais clair. Et donc, Cyril, dans les commentaires, disait qu'on entendait très mal la salle. Bah, ça, c'est l'acoustique. Tu aurais dû répéter les questions. Donc, il n'y a plus d'autres questions là dans le chat ou à l'oral? Je crois pas. Ok. Merci beaucoup. Ouais. On connaît sur les personnes qui connaissent bien par ailleurs des cas de déficit de minéralisation raison du caractère néotélique de l'anatomie animale. Ouais. Notamment chez les calyptidés. Ça. Ouais. S'il y a certaines des taxons qui regardent la réputation d'avoir une logique. Technique, ouais, ça a l'air d'être le cas souvent chez les espèces abyssales. Alors,
de la trade-off, hein, mais en gros, Oui, ça pourrait être un facteur. est-ce que c'est un facteur confondant ou est-ce que c'est la conséquence d'une disponibilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un truc que je vais regarder. Ouais. Merci. Ok, merci beaucoup. Je sais pas comment on fait pour. C'est